Merci d'être là. Prenez un verre d'eau, je vous en prie. Installez-vous, et écoutez-moi vous raconter toute l'histoire. Le parfum d'un chardonnay coûteux, et d'hortensia blanc fraîchement coupé, aurait dû rendre cette soirée absolument parfaite. C'était ma fête de fiançailles, une soirée qui était censée être dédiée à mon avenir. Elle se tenait dans l'immense véranda vitrée du vaste domaine où j'avais grandi. Ma fiancée, Chloé, se tenait à mes côtés, vêtue d'une robe bleu marine simple, mais éblouissante. Ses doigts étaient doucement entrelacés avec les miens, son pouce caressant rythmiquement le dos de ma main. Elle était un point d'ancrage silencieux, et solide, dans une pièce remplie de gens qui ressemblaient bien plus à des étrangers qu'à de véritables membres de ma famille. Une musique de jazz douce s'échappait des haut-parleurs haut de gamme intégrés au plafond, se mêlant harmonieusement au bavardage poli et insignifiant de 50 invités, tenant des verres en cristal. Mais sous cette surface polie, l'atmosphère dans la pièce était complètement toxique. Ma famille n'était pas là pour célébrer mes fiançailles. Ils toléraient simplement ma présence, attendant le moment parfait pour frapper, et obtenir exactement ce qu'ils voulaient. L'embuscade se préparait depuis 2 semaines entières, mais jamais, au grand jamais, je n'aurais pensé que mon propre père transformerait une soirée de fête en une exécution publique. Tout s'est passé si vite. La musique de jazz jouait encore quand mon père, Joseph, a traversé d'un pas agressif le sol en marbre poli. Son visage était rouge, d'un rouge sombre et colérique, irradiant la chaleur intense d'un excès de scotch coûteux et d'une fureur brute, incontrôlée. Il se moquait de savoir qui regardait. Il m'a attrapé par l'épaule, ses doigts lourds s'enfonçant dans le tissu de ma veste de costume sur mesure, comme de véritables griffes. Il s'est penché près de moi, son haleine empestant l'alcool et les cigares, et sa voix a transpercé le bruit ambiant de la pièce, assez fort pour que la musique s'arrête net. On a fini de jouer, Matthew, a-t-il grondé, les veines épaisses de son cou se gonflant contre son col. Donne ton fonds de $100 000 à ton frère, tout de suite. Tu signes le transfert ce soir, où ses fiançailles sont terminées, et tu ne fais plus partie de cette famille. Je l'ai juste regardé, fixement. La pièce entière est tombée dans un silence de mort. 50 paires d'yeux se sont braqués sur nous, sous le choc. Chloé s'est avancée, sa voix calme, mais incroyablement ferme. Monsieur, vous devez reculer, immédiatement. Ferme-la, a violemment répliqué mon père, en repoussant le bras de Chloé. Elle a trébuché en arrière, son talon se prenant maladroitement dans le bord du tapis perçant. C'en était trop. Le dernier fil qui me liait à cette famille s'est rompu. Je me suis interposé directement entre eux, les poings serrés le long du corps. Ne la touche plus jamais, ai-je dit, d'une voix basse et dangereusement calme. Et non, je ne donnerai pas un seul centime de mon argent à Carter. J'en ai complètement fini de financer sa vie de façade. La gifle que j'attendais n'est pas venue. C'est un point fermé qui est arrivé. Mon père a frappé de toutes ses forces. Ses phalanges ont heurté directement le côté gauche de ma mâchoire. Le craquement écœurant a résonné contre les murs de verre, comme un coup de feu. Ma tête a basculé sur le côté, le monde a tournoyé follement pendant une fraction de seconde, alors que je reculais en titubant, renversant un plateau d'argent rempli de flûtes de champagne. Le verre s'est brisé bruyamment sur le sol en marbre. J'ai immédiatement senti un goût de cuivre lourd dans ma bouche. Du sang chaud a coulé sur ma langue, et a goûté de ma lèvre fendue, directement sur ma chemise blanche impeccable. J'ai entendu quelques halètements dispersés dans la foule. Mais quand j'ai relevé la tête, essuyant la trace de sang épaisse sur mon menton avec le dos de ma main, je n'ai vu aucune horreur sur les visages de ma famille. Ma mère, Martha, a simplement poussé un soupir agacé et théâtral, agissant comme si j'avais juste renversé un verre de vin rouge sur son tapis préféré, et mon frère Carter se tenait nonchalamment dans un coin, près du bar. Il avait un sourire suffisant plaqué sur le visage, faisant doucement tourner les glaçons dans son verre à cocktail, savourant pleinement le spectacle. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas riposté. J'ai juste regardé l'homme qui m'avait élevé, réalisant enfin que le père dont j'avais toujours désespérément voulu être fier n'était rien de plus qu'une brute violente et avide. « Tu es mort pour nous », a craché mon père, en rajustant nonchalamment sa cravate en soie. J'ai attrapé la main de Chloé. « Allons-y », lui ai-je dit. Nous sommes sortis de la véranda, nos chaussures craquant bruyamment sur le verre brisé. Je ne me suis pas retourné. Je les ai laissés là, dans leur belle maison volée. Ce que mon père ne savait pas, en me regardant franchir la porte d'entrée,
c'est qu'il venait de signer son propre avis d'expulsion. Pour comprendre comment le karma les a frappés comme un train de marchandises, nous devons revenir à un coffre-fort que je n'avais pas ouvert en 5 ans. En grandissant dans cet immense domaine, je me suis toujours senti comme un fantôme hantant la vie de quelqu'un d'autre. La maison était immense, remplie de lourds meubles anciens, de tapis d'importation coûteux, et de grands portraits à l'huile de personnes que je connaissais à peine. Mais malgré l'extrême richesse qui émanait des murs mêmes, rien de tout cela ne m'a jamais semblé m'appartenir. C'était le monde de Carter. Moi, je ne faisais que vivre en marge. Le fossé entre mon jeune frère et moi n'était pas une simple fissure, c'était un canyon massif. Carter était l'enfant prodige incontesté, le bébé miracle qui ne pouvait absolument rien faire de mal. Moi, j'étais juste le remplaçant. À 16 ans, je travaillais de longues heures le week-end dans une quincaillerie locale poussiéreuse, juste pour m'offrir mes propres vêtements d'hiver et économiser pour une voiture d'occasion. Je travaillais des semaines épuisantes de 60 heures pendant mes vacances d'été, et j'étais immensément fier de mon petit salaire, sachant que j'avais gagné chaque centime par ma propre sueur. Carter, lui, s'est réveillé le jour de ses 16 ans pour trouver un SUV neuf, toutes options, garé dans l'allée avec un énorme nœud rouge dessus. Ma mère, Martha, cédait à tous ses caprices. Si Carter voulait quelque chose, c'était immédiatement classé comme une nécessité. Si j'avais besoin de quelque chose, c'était traité comme un fardeau financier énorme. Mais c'était mon père, Joseph, qui fixait véritablement la norme toxique de la maison. Pour lui, la vie se résumait entièrement aux apparences, et à la projection de la richesse. Il se souciait bien plus de ce que ses riches amis golfeurs pensaient de lui que de savoir si ses 2 fils étaient réellement des êtres humains décents. Je me souviens distinctement de la nuit où la réalité de ma famille s'est vraiment cristallisée pour moi. J'avais 19 ans, rentré de l'université pour un long week-end de vacances. Carter avait 17 ans, et avait subtilement pris son SUV neuf pour une virée nocturne. Il est rentré à 2 heures du matin, complètement paniqué et empestant la mauvaise herbe. Il avait éraflé la Lexus garée des voisins, causant des milliers de dollars de dommages cosmétiques. Le lendemain matin, 2 policiers se tenaient devant notre lourde porte d'entrée en chaîne. Je me tenais silencieusement en haut du grand escalier, regardant mon père parler à voix basse aux officiers. Quand il a finalement refermé la porte, il n'a pas couru à l'étage pour crier sur Carter. Il a monté les escaliers, m'a regardé droit dans les yeux, et a dit « C'est toi qui conduisais hier soir, Matthew ». Sa voix était complètement plate, ne laissant aucune place à la discussion. Quoi? Non, ce n'est pas vrai. Je dormais dans ma chambre, ai-je répondu, totalement confus par l'accusation. Ma mère s'est avancée juste à côté de lui, le visage complètement de pierre. Ton frère postule dans plusieurs universités prestigieuses le mois prochain. Un casier judiciaire pour conduite dangereuse ruinerait complètement ses chances. Toi, tu vas déjà dans une simple université d'État. Un petit délit n'aura pas d'importance pour ton avenir. Prends le blâme. Ils ne me l'ont pas demandé, ils l'ont exigé. Ils ont même pris le fonds universitaire, que j'avais moi-même partiellement épargné en travaillant à la quincaillerie, et l'ont utilisé pour payer discrètement le voisin afin qu'aucune charge pénale ne soit retenue. Tout cela, en me faisant porter le chapeau et mentir à la compagnie d'assurance. Mes primes mensuelles ont grimpé en flèche. Carter n'a même pas pris la peine de me dire merci. Il s'est juste plaint bruyamment pendant une semaine de ne pas pouvoir conduire sa voiture pendant qu'elle était au garage. C'est ce jour-là que j'ai appris ma vraie valeur dans cette maison, je n'étais rien de plus que le bouclier humain qu'ils utilisaient pour protéger Carter de ses propres erreurs. La seule personne dans toute cette maison qui a jamais vu clair dans cette mascarade pathétique était mon grand-père, Samuel. C'était l'homme qui avait bâti la fortune familiale à partir de rien. Il avait commencé avec une seule petite quincaillerie, et l'avait impitoyablement transformé en un portefeuille immobilier massif et très rentable. C'était un homme dur, pragmatique, qui valorisait le travail acharné et l'intégrité par-dessus tout. Il vivait tranquillement dans l'allée du domaine, restant principalement dans son bureau privé. Grand-père Samuel savait exactement qui était mon père. Il voyait clairement les dettes de jeux massives que mon père essayait désespérément de cacher. Il voyait les adhésions ridicules et hors de prix au country club, et la vanité complètement vide de son fils. Et il voyait clair dans le droit paresseux et arrogant de Carter. Quand grand-père Samuel est tombé gravement malade, la belle maison s'est rapidement transformée en un nid de vautours. Mes parents chuchotaient constamment et bruyamment dans les couloirs à propos de l'héritage.
Ils planifiaient déjà agressivement des rénovations de cuisine coûteuses et des vacances en Europe, avant même que le pauvre homme ne soit décédé. Ils ont pratiquement planifié le menu du traiteur pour les funérailles pendant qu'il respirait encore à l'étage, à l'aide d'une bouteille d'oxygène. Une semaine exactement avant sa mort, grand-père Samuel m'a appelé seul dans son bureau. La pièce lourde sentait richement le vieux papier, les reliures en cuir, et le tabac à pipe qui le caractérisait. Il avait l'air incroyablement frêle, assis au fond de son fauteuil en cuir surdimensionné, mais ses yeux étaient toujours aussi vifs que du verre brisé. « Matthew » a-t-il dit, me faisant signe faiblement de m'asseoir sur le canapé en face de lui, cette famille est en train de pourrir de l'intérieur. Ton père aime l'apparence brillante du statut bien plus que le sang qui coule dans ses propres veines. Et ton frère n'est rien d'autre qu'un parasite paresseux. Je n'ai rien répondu. Je suis resté assis là, sentant une boule lourde et douloureuse se former au fond de ma gorge. C'était la toute première fois de ma vie que quelqu'un validait verbalement l'isolement que j'avais ressenti. Il a lentement atteint le tiroir supérieur de son bureau d'une main tremblante, et en a sorti une petite enveloppe lourde, scellée à la cire rouge. Il l'a fait glisser délicatement sur le bureau en acajou. Il y a un petit coffre-fort ignifuge, bien caché derrière la bibliothèque du fond. Cette enveloppe contient la combinaison. Je remets les choses en ordre pour toi. Mais écoute-moi très attentivement, mon fils. N'ouvre pas ce coffre avant qu'il n'ait franchi la ligne de non-retour. Ne l'ouvre pas avant qu'ils ne te montrent exactement qui ils sont, et que tu réalises avec certitude qu'ils ne peuvent être sauvés. Il est décédé tranquillement quelques jours plus tard. Mes parents ont organisé des funérailles incroyablement somptueuses et coûteuses, traitant l'occasion solennelle bien plus comme un événement de réseautage haut de gamme que comme une période de deuil. Mon père se pavanait à la réception, agissant comme s'il était le nouveau roi du château. J'ai gardé la petite enveloppe cachée, honorant le dernier souhait strict de mon grand-père. J'ai repris ma vie, je me suis concentré intensément sur ma carrière, j'ai finalement obtenu une promotion majeure, et j'ai construit une vie calme et paisible avec Chloé dans notre appartement. J'essayais juste d'être un bon fils, à une distance de sécurité. Passons maintenant à 2 semaines avant ma désastreuse fête de fiançailles. Carter a lâché une bombe sur la famille via un SMS de groupe. Il a fièrement annoncé qu'il était officiellement fiancé à Mia, une fille dont le nom de famille était Vanderbilt. Oui, c'est Vanderbilt, ou du moins une branche très riche et très connectée d'entre eux. Mia était tout ce que mes parents superficiels adoraient, vieille fortune, très connectée, et incroyablement condescendante envers quiconque elle jugeait inférieur. Elle regardait notre famille comme si nous étions un projet caritatif amusant, et légèrement pathétique. Mais sa famille puissante exigeait une preuve solide de richesse avant même d'envisager de donner leur accord pour le mariage. Il voulait savoir exactement quels actifs financiers Carter apportait. Mes parents ont immédiatement paniqué. Les dettes de jeu cachées de mon père avaient discrètement grignoté presque toutes les réserves de liquidité que grand-père Samuel leur avait laissées. Le domaine était beau et grandiose, mais ils étaient incroyablement à court d'argent. Alors, qu'a fait mon père pour arranger ça? Il a redoublé ses mensonges ridicules. Il a loué une Ferrari rouge vif pour Carter, payant une prime mensuelle massive qu'il ne pouvait absolument pas se permettre, juste pour que Carter puisse arriver au domaine des Vanderbilt en ayant l'air d'un jeune millionnaire de la tech, qui s'était fait tout seul. Nous avons eu un dîner de famille tendu pour célébrer les fiançailles soudaines de Carter. J'ai conduit ma berline fiable de 5 ans, entièrement payée, et je l'ai garée juste à côté de la Ferrari de location étincelante, dans l'allée circulaire. À la longue table de la salle à manger, Mia a à peine reconnu mon existence. Elle a passé tout le repas exténuant à inspecter ses ongles manucurés, et à se plaindre bruyamment des options de traiteur pour son prochain mariage à l'étranger. Carter me dit que tu travailles simplement dans la logistique, a soudainement dit Mia, me regardant directement comme si j'étais un insecte écrasé sur son pare-brise. C'est parfaitement pittoresque. Espères-tu enfin obtenir un salaire de cadre décent un jour? Ou aimes-tu simplement conduire cette petite guimbarde garée dehors? Carter a éclaté de rire. Un son fort, odieux, qui a résonné dans la salle à manger. Mes parents se sont immédiatement joints à lui, ricanant comme si Mia venait de raconter une blague brillante. Matthew est juste notre tardif, a gloussé ma mère, se penchant pour tapoter affectueusement. Il est très simple, mais Carter. Oh, notre Carter est clairement destiné à de grandes choses importantes. J'ai serré ma fourchette en argent très fort. Je n'ai pas pris la peine de me défendre. Je connaissais la vérité.
Je savais que ma récente promotion me faisait gagner bien plus que Carter, étant donné qu'il n'avait pas eu d'emploi stable depuis plus de 2 ans. Je savais que cette Ferrari rouge brillante était louée à crédit. Mais ils étaient tous si désespérés d'impressionner cette fille arrogante, qu'ils étaient parfaitement disposés à me rabaisser, juste pour élever Carter d'1 millimètre. J'ai mangé le reste de mon dîner dans un silence total, complètement dégoûté par le cirque qui se déroulait autour de moi. La véritable trahison calculée a commencé plus tard cette même semaine. J'étais dans l'immense cuisine du domaine, aidant à préparer de la nourriture pour une prochaine réunion de famille. Je coupais tranquillement des légumes quand ma mère est entrée doucement dans la pièce, suivie de très près par ma tante Patricia. Tante Patricia était la pire manipulatrice émotionnelle qui soit. Elle avait une voix douce et mielleuse de beauté du Sud, et apportait toujours des gratins faits maison aux événements familiaux. Mais c'était toujours elle qui tirait agressivement les ficelles toxiques en coulisses. Elle avait traversé un divorce incroyablement houleux quelques années auparavant, se battant bec et ongles dans une bataille acharnée pour la garde de ses propres enfants. Depuis ce divorce, elle considérait chaque interaction familiale comme une transaction financière calculée. Elle était la principale conseillère de ma mère en matière de manipulation. Matthew, chéri, a ronronné doucement tante Patricia, s'appuyant nonchalamment contre le comptoir en granit froid, ta mère et moi parlions justement du mariage de Carter. Ce sera un événement vraiment spectaculaire, à Cabo. C'est super, tante Pat, ai-je dit, sans lever les yeux de la planche à découper. Ma mère a pris une profonde inspiration, affichant rapidement son visage de négociation le plus sérieux. Le truc, c'est que les Vanderbilt s'attendent à un certain niveau de grandeur et de luxe, et le lieu de plage spécifique que Carter veut absolument, nécessite un acompte massif non remboursable d'ici ce vendredi. J'ai arrêté de couper les poivrons. Je savais exactement où cette conversation allait mener. Et franchement, a dit ma mère, abandonnant complètement son air de mère douce, tu as ce compte d'investissement intact. Les $100 000 que grand-père Samuel a laissés spécifiquement à ton nom. Tu n'en as pas touché un centime. Je me suis figé sur place. Le couteau de chef tranchant est resté parfaitement immobile dans ma main. Cet argent était mon filet de sécurité ultime. C'était le fonds essentiel que Chloé et moi allions utiliser pour verser un acompte sur notre toute première maison. C'est mon argent, maman. Grand-père me l'a laissé à moi, pas à Carter. Oh, s'il te plaît, ne sois pas si dramatique, a renchéri tante Patricia, en levant ses yeux lourdement maquillés au ciel. Toi et Chloé êtes si remarquablement simples. Vous n'avez vraiment pas besoin d'une grande maison luxueuse. Vous pouvez juste faire un tout petit mariage bon marché dans le jardin. Carter, lui, doit faire une déclaration massive. Tu dois à ton propre frère de l'aider à sécuriser ce mariage. Avant que je ne puisse fermement dire à tante Patricia de se mêler de ses affaires, mon père est entré délibérément dans la cuisine, croisant fermement les bras sur sa poitrine. Le piège s'était officiellement refermé sur moi. Tu vas transférer cet argent directement sur mon compte en banque d'ici demain matin, a ordonné mon père. Ce n'était absolument pas une demande, c'était un ordre direct. Tu as un devoir strict envers cette famille, de t'assurer que nous ayons bonne mine aux yeux des Vanderbilt. Ton frère se marie bien au-dessus de sa condition. Nous avons besoin de l'argent, tout de suite. Non, ai-je dit incroyablement fermement, me tournant pour lui faire face. Je travaille dur pour mon argent. Tu as loué une Ferrari que tu ne peux clairement pas te permettre. C'est ton problème financier, papa. Pas le mien. Le visage de mon père s'est assombri en un froncement de sourcils terrifiant. Tu vas profondément regretter d'être aussi égoïste, Matthew. Je te le promets. La grande cuisine est tombée dans un silence de mort. La guerre froide avait officiellement commencé. Pendant les 14 jours angoissants qui ont précédé ma fête de fiançailles, j'ai été complètement exilé de la famille. Ils ont coupé toute forme de communication. Ils n'ont pas appelé, ils n'ont pas envoyé un seul texto. Tante Patricia s'est empressée d'appeler chaque membre de la famille élargie, racontant méchamment une histoire folle sur la façon dont j'amassais de l'argent, et tentait activement de saboter le bonheur de mon propre frère par pure jalousie. J'ai essayé d'ignorer le drame ambiant. Je me suis concentré intensément sur mon travail, et sur la planification de ma fête de fiançailles avec Chloé, mais il n'avait absolument pas fini d'essayer de me briser. Exactement 3 jours avant la fête, mon jeune cousin Dylan s'est présenté à l'improviste à la porte de mon appartement. Dylan était le fils aîné de tante Patricia. Il avait toujours été le plus calme,
l'observateur, celui qui restait généralement en dehors des politiques familiales toxiques. Il a apporté un pack de 6 bières fraîches et un sourire très sympathique et chaleureux. « Mec, c'est complètement fou à la maison », a dit Dylan, s'asseyant lourdement sur mon canapé et ouvrant une bière. Oncle Joseph perd littéralement la tête à cause de cette date limite pour la compte de Cabot. Je voulais juste passer voir comment tu allais. Personnellement, je pense qu'ils sont totalement injustes avec toi. Pendant une brève seconde, j'ai senti une vague de soulagement m'envahir. Enfin, quelqu'un dans cette famille de fous qui voyait la réalité telle qu'elle était. Nous avons parlé nonchalamment pendant environ 1 heure. Je suis finalement allé dans la cuisine pour nous chercher des restes de pizza. Quand je suis revenu silencieusement dans le salon, Dylan ne m'a pas entendu approcher. Il se tenait juste à côté de mon bureau. Mon ordinateur portable était grand ouvert, affichant mon tableau de bord bancaire en ligne sécurisé. Dylan avait son smartphone sorti, et prenait rapidement des photos claires de mes soldes de compte privés et de mes numéros de routage. Mon sang s'est instantanément glacé. La trahison brutale m'a frappé comme un coup de poing. « Qu'est-ce que tu fous, Dylan ?» ai-je demandé, ma voix résonnant dans la petite pièce. Il a sursauté violemment, manquant de faire tomber son téléphone. Il a bafouillé nerveusement, son visage devenant instantanément d'un blanc blafard et maladif. Je vérifiais juste un texto, vite fait. Je te jure, mec. Je me suis approché agressivement, j'ai arraché son téléphone de sa main tremblante, et j'ai regardé l'écran lumineux. Il était dans une conversation de groupe active avec mon père, ma mère et sa mère, tante Patricia. Le tout dernier message envoyé par mon père disait « Obtenez les numéros de compte exacts. Je fais rédiger un ordre de gel temporaire par mon avocat. Nous prétendrons qu'il a volé les fonds du domaine. » J'ai levé les yeux vers Dylan. Je n'ai même pas crié. Je me sentais juste profondément dégoûté. Sors de chez moi, tout de suite. Il s'est précipité frénétiquement vers la porte d'entrée, sans un seul mot pour sa défense. Je l'ai claqué et verrouillé derrière lui. Il ne se contentait plus de demander agressivement l'argent. Il complotait activement pour me le voler, en utilisant de fausses menaces légales. J'ai lentement fermé mon ordinateur portable. La toute dernière once d'espoir que j'avais pour ma famille s'est complètement évaporée à ce moment précis. Malgré l'hostilité extrême, mes parents ont insisté lourdement pour organiser ma fête de fiançailles au domaine. De toute façon, tout était une question d'apparence. S'ils annulaient soudainement le grand événement, les curieux du country club poseraient certainement des questions embarrassantes. Alors, ils ont décidé de jouer le rôle des hôtes heureux et généreux, souriant largement pour les caméras, tout en gardant un couteau bien aiguisé dans leur dos. Quand Chloé et moi sommes finalement arrivés ce soir-là, le domaine était absolument magnifique. Le traiteur coûteux était impeccable, l'éclairage était parfait, mais l'énergie dans l'air était complètement suffocante. Les membres de la famille élargie, qui avaient entendu tous les mensonges vicieux de tante Patricia, m'ont adressé des sourires serrés et incroyablement faux, avant de me tourner immédiatement le dos pour chuchoter entre eux. Je me tenais seul près de la terrasse extérieure quand James, le majordome en chef du domaine, qui avait loyalement travaillé pour grand-père Samuel pendant plus de 30 ans, s'est approché discrètement de moi dans l'ombre. James était un homme d'un certain âge, très digne, qui restait généralement complètement invisible pendant ces événements. Son visage ridé semblait profondément, sincèrement préoccupé. Il m'a tendu une boisson fraîche et s'est penché très près de mon oreille. « Matthew, vous devez être incroyablement prudent ce soir », a-t-il murmuré d'urgence. « Qu'y a-t-il, James ?» ai-je demandé, en gardant la voix basse. « Votre père est enfermé dans son bureau à boire du scotch pur depuis midi. Il a eu une énorme dispute au téléphone tout à l'heure, avec le concessionnaire de luxe à propos du paiement de la Ferrari. Il a un besoin désespéré d'argent. Je l'ai entendu dire à votre mère qu'il allait vous forcer physiquement à signer un document de transfert ce soir, devant tout le monde. Il pense que s'il crée une scène publique massive, vous céderez immédiatement pour éviter l'embarras. » J'ai hoché lentement la tête, regardant la foule d'invités inconscients. « Merci de me l'avoir dit, James. J'apprécie vraiment. Votre grand-père serait très fier de l'homme fort que vous êtes devenu, » a ajouté doucement James, avant de s'éclipser silencieusement dans la cuisine animée. Juste à ce moment-là, les lourdes portes d'entrée se sont ouvertes en grand. Carter était enfin arrivé. Il est entré avec plus d'1 heure de retard, sa cravate en soie complètement défaite,
bafouillant déjà bruyamment ses mots au voiturier. Il avait clairement beaucoup bu avant même d'arriver. Il a trébuché agressivement devant la table des desserts, manquant de renverser notre coûteuse pièce montée, riant fort et odieusement, tandis que Mia le suivait à quelques pas, l'air absolument mortifié. La sombre tempête se levait rapidement. La pression de l'air dans la pièce a chuté de manière notable. J'ai regardé Chloé, et elle m'a serré la main avec une force rassurante. La mèche était allumée, et je savais pertinemment que mon père était sur le point de craquer l'allumette. Tout s'est passé exactement comme James l'avait prédit, menant jusqu'à ce moment horrible dans la véranda. Mon père ne m'a pas pris à part discrètement dans son bureau pour avoir une conversation tranquille. Il a attendu malicieusement que la pièce soit pleine, que la musique joue doucement en arrière-plan, puis il s'est avancé pour exécuter son plan désespéré. Quand il a violemment bousculé Chloé, le monde entier a semblé ralentir, se décomposant image par image. La voir trébucher en arrière, les yeux écarquillés par le choc, a complètement effacé toute hésitation ou loyauté familiale qui me restait. Je me suis placé directement devant elle. Je lui ai dit non, catégoriquement. Je lui ai dit que je ne financerais plus la vie pathétique de Carter, pas une seconde de plus, et c'est là qu'il a frappé. L'impact brutal de son poing lourd contre ma mâchoire était incroyablement violent. La douleur physique était vive, un flash de lumière blanche aveuglante explosant derrière mes yeux. Mais la douleur émotionnelle, elle, était totalement absente. Alors que je me tenais là, sentant le goût métallique et chaud du sang dans ma bouche, j'ai réalisé quelque chose de profondément profond. Je ne me sentais pas triste. Je ne me sentais pas brisé, ni rejeté. J'ai regardé ma mère. Martha brossait nonchalamment un morceau de peluche imaginaire sur sa robe de créateur, l'air légèrement agacé que la confrontation soit un peu trop bruyante à son goût. J'ai regardé Carter. Il souriait largement, prenant une lente gorgée de sa boisson ambrée, savourant clairement le spectacle violent. J'ai regardé tante Patricia, qui chuchotait déjà furieusement à un autre invité, racontant que je l'avais d'une manière ou d'une autre, violemment provoqué. « Tu es mort pour nous », avait craché mon père, la poitrine haletante d'effort. Honnêtement, ce fut la phrase la plus incroyablement libératrice que j'ai jamais entendue en 29 ans de vie. Le petit garçon plein d'espoir en moi, qui voulait désespérément que son père soit un héros, qui voulait désespérément que sa mère l'aime autant qu'elle aimait son frère. Ce garçon est finalement mort, pour de bon. À sa place se tenait un homme adulte, qui réalisait enfin qu'il ne devait absolument rien à ces gens toxiques. Le silence dans la pièce était absolument assourdissant. Personne n'a bougé pour m'aider. Personne n'a vérifié si Chloé allait bien. Ils ont tous regardé en silence, pleinement complices de l'abus, attendant avec impatience de voir si j'allais enfin m'effondrer, pleurer, et donner l'argent pour racheter l'amour très conditionnel de mon père. J'ai levé lentement la main, essuyant la trace de sang épaisse sur mon menton. J'ai regardé mon père droit dans les yeux. Ma mâchoire palpitait d'une douleur sourde et lourde, mais ma voix était complètement, terrifiante, stable. « Tu es un homme incroyablement faible et pathétique, Joseph », ai-je dit, en projetant ma voix assez fort pour que chaque invité puisse entendre clairement. « Tu n'as absolument rien, à part une voiture de location et une montagne de dettes cachées, et tu ne verras jamais, jamais un seul centime de ma part. » Mon père a poussé un rugissement et s'est précipité à nouveau, levant le poing pour un deuxième coup. Mais cette fois, deux de ses amis golfeurs se sont précipités et l'ont saisi par les bras, le retenant de force pour éviter que la police ne soit appelée. Je lui ai simplement tourné le dos. J'ai passé mon bras fermement et protecteur autour de la taille de Chloé, et je l'ai guidée avec précaution à travers la foule stupéfaite. La mère d'invité bien habillée s'est rapidement écartée pour nous, les yeux écarquillés. Nous sommes sortis avec assurance par les lourdes portes en chêne, et nous sommes retrouvés dans l'air frais et vif de la nuit. Je n'ai même pas pris la peine de récupérer mon manteau coûteux au vestiaire. Je n'ai pas jeté un regard en arrière sur le domaine tentaculaire et brillamment éclairé. Nous sommes retournés à notre petit appartement dans un silence complet. L'adrénaline s'estompait lentement de mon système, laissant une douleur sourde et intense dans ma mâchoire, et un léger bourdonnement dans mon oreille gauche. Quand nous sommes enfin entrés, Chloé n'a pas dit un mot. Elle est allée directement au congélateur, a sorti un sac de petits pois congelés, l'a enveloppé soigneusement dans un torchon propre, et l'a délicatement pressé contre mon visage qui enflait rapidement. Elle m'a regardé profondément, les yeux remplis de larmes. Pas des larmes pour elle, mais des larmes pour moi. Matthew, je suis tellement désolé. Nous devrions vraiment appeler la police. Ce qu'il a fait,
c'est une agression pure et simple. Je me suis assis lourdement sur le bord de notre canapé usé, fixant d'un air absent l'écran de télévision noir. J'ai sérieusement envisagé d'appeler les flics. J'ai pensé à la bataille juridique compliquée et interminable, aux titres embarrassants dans la presse locale, et au drame sans fin que tante Patricia ne manquerait pas de monter. Non, ai-je dit doucement, la voix rauque. Matthew, il t'a frappé au visage. Tu ne peux pas le laisser s'en tirer comme ça. Je ne vais pas le laisser s'en tirer, ai-je répondu lentement, en retirant la poche de glace de mon visage. Appeler la police, c'est bien trop facile pour lui. Il paiera sa caution, engagera un avocat de la défense coûteux, et fera traîner l'affaire pendant des années, tout en continuant à vivre très confortablement dans cette immense maison. Je ne veux pas d'une simple ordonnance restrictive, Chloé. Je veux une justice totale. Je me suis levé lentement, les articulations douloureuses, et j'ai marché délibérément vers notre chambre. Je suis allé directement au fond du dressing, repoussant agressivement de vieilles boîtes à chaussures et des manteaux d'hiver, jusqu'à ce que j'atteigne un petit coffre-fort ignifuge, incroyablement lourd, qui était boulonné au plancher. Je n'avais pas touché à ce coffre depuis le jour exact où grand-père Samuel m'avait donné le code secret. N'ouvre pas ce coffre avant qu'il ne te montre exactement qui ils sont, et que tu réalises qu'ils ne peuvent être sauvés. Ils me l'avaient enfin montré. Ils avaient comploté pour voler mes économies, ils m'avaient publiquement humilié, et mon propre père m'avait violemment agressé pendant que ma mère regardait avec un ennui absolu. Il n'y avait plus rien à sauver, ni à protéger. Je me suis agenouillé sur le tapis, j'ai pris une profonde inspiration, et j'ai tendu la main vers le cadran en métal froid du coffre. J'ai soigneusement entré les chiffres spécifiques, la date de naissance exacte de grand-père Samuel. Le lourd mécanisme a cliqué bruyamment, et la porte épaisse s'est ouverte en douceur. À l'intérieur, il y avait encore une faible odeur de son tabac à pipe. Il n'y avait pas de pile d'argent, pas de lingots d'or. Il y avait seulement une seule enveloppe en papier manille, épaisse et de couleur crème. Je l'ai sortie doucement, mes mains tremblant légèrement à cause de l'adrénaline, et je me suis assis lourdement sur le bord de notre lit. Chloé se tenait silencieusement dans l'embrasure de la porte, me regardant avec de grands yeux curieux. J'ai brisé le vieux seau de cire au dos de l'enveloppe, et j'ai fait glisser les lourds documents officiels sur la couverture. La toute première page était une lettre méticuleusement manuscrite par mon grand-père, avec sa cursive distinctive. Matthew, si tu lis cette lettre en ce moment, cela signifie que Joseph a finalement franchi la ligne de non-retour absolue. Je me suis assis et je l'ai regardé ruiner sa propre vie avec sa vanité débridée et ses dettes de jeu massives. Et j'ai regardé Martha le laisser faire avec plaisir. Je ne pouvais tout simplement pas laisser l'héritage de ma vie entre leurs mains destructrices. Ils aiment la fausse apparence de la richesse bien plus qu'ils ne t'aiment. Je sais exactement comment ils te traitent en privé. Je vois l'homme honorable que tu deviens malgré eux. Ils pensent vraiment qu'ils possèdent le domaine. Ils se trompent complètement. Quand je suis tombé malade, j'ai discrètement engagé des avocats et j'ai créé la fiducie familiale Samuel. J'ai légalement transféré l'acte de propriété de la maison, des terres environnantes, et de tous les actifs liquides restants dans cette fiducie blindée. Tes parents ne sont pas les bénéficiaires légaux. C'est toi. Je t'ai nommé unique fiduciaire, et unique bénéficiaire absolu. Depuis 5 ans, Joseph et Martha ne sont que des invités vivants sur ta propriété. Rappelle-leur exactement qui détient les clés. Rends-moi fier. Grand-père Samuel. J'ai fixé l'encre séchée, le cœur battant la chamade contre mes côtes. J'ai frénétiquement tourné la page pour voir le document suivant. C'était l'acte de propriété officiel, estampillé et notarié par le greffier du comté. Sous la section surlignée intitulée « Propriétaire légal », il n'y avait pas le nom de Joseph. Il était clairement écrit « Fiducie familiale Samuel », Matthew en tant qu'unique fiduciaire. Je possédais tout le domaine. L'immense maison avec la belle véranda où mon père venait de me frapper. La longue allée circulaire où Carter garait fièrement sa Ferrari de location. La grande cuisine en granit où ma mère avait froidement comploté pour voler mon argent. Rien de tout cela ne leur appartenait. Ils n'avaient pas payé un seul centime d'impôt foncier, car la fiducie les payait automatiquement depuis un compte caché de grand-père. Ils vivaient dans un mensonge absolu depuis 5 longues années, complètement inconscients. Je n'étais plus le paria pathétique de la famille. J'étais leur propriétaire. Un sentiment de clarté lent, et terrifiant, m'a complètement envahi. J'ai levé les yeux vers Chloé, faisant glisser le lourd acte de propriété sur le couvre-lit.
Elle l'a lu rapidement, ses yeux s'écarquillant d'une incrédulité absolue. Elle a couvert sa bouche de ses deux mains. Matthew, cela signifie légalement. Cela signifie, ai-je dit, un sourire très froid et sincère se dessinant enfin sur mon visage contusionné, qu'il est enfin temps de sortir les poubelles. Le lundi matin, je ne suis pas allé au bureau. J'ai conduit directement en ville, vers un immense immeuble de verre, et je suis entré avec assurance dans les bureaux élégants de Harper et Associés. Harper était un véritable requin du barreau. Elle portait des tailleurs impeccables, avait des yeux perçants comme un faucon, et une réputation terrifiante pour démanteler complètement les adversaires arrogants dans les litiges complexes de propriété. Je me suis assis en face de son immense bureau en chêne, et j'ai silencieusement fait glisser l'enveloppe épaisse de grand-père Samuel vers elle. Je veux expulser légalement mes parents, ai-je dit simplement et directement. Harper a haussé un sourcil parfaitement épilé, en sortant la pile de documents. Elle a lu attentivement l'accord de fiducie complexe et l'acte de propriété, dans un silence total. Quand elle a fini, elle a levé les yeux, un sourire très prédateur et satisfait jouant sur ses lèvres. C'est incroyablement solide, a dit Harper, en tapotant l'acte avec un ongle manucuré. Votre grand-père était un homme brillamment intelligent. Il a parfaitement mis cela en place comme une fiducie aveugle, pour la protéger complètement des nombreux créanciers agressifs de votre père. Légalement, ils sont actuellement classés comme des occupants sans droit ni titre. En gros, ce sont juste des squatteurs, assis sur de très beaux meubles. Je veux qu'ils sortent de ma maison, ai-je dit. Immédiatement. Harper s'est lentement penché en arrière dans son fauteuil en cuir coûteux, joignant ses doigts. Nous pourrions simplement envoyer un préavis standard de 30 jours pour quitter les lieux. Mais si votre père est aussi incroyablement têtu et fauché que vous le dites, il se battra. Il refusera de partir, traînera l'affaire devant le tribunal d'expulsion, et ce processus compliqué pourrait facilement prendre 6 mois. Nous devons appliquer une pression, une véritable pression financière écrasante. Que suggérez-vous exactement, ai-je demandé, me penchant plus près. Nous ne les expulsons pas seulement, nous les poursuivons en justice, a dit Harper, ses yeux brillant d'une pure malice juridique. Ils vivent dans une propriété de plusieurs millions de dollars depuis 5 ans, sans payer un seul centime de loyer. En tant que fiduciaire actif, vous avez un devoir fiduciaire strict de maximiser les actifs financiers de la fiducie. Nous déposons officiellement une plainte massive pour 5 ans de loyers impayés, calculés à la juste valeur marchande. On parle de centaines de milliers de dollars. Nous déposons la plainte agressive, et simultanément, je demande un gel judiciaire d'urgence de tous leurs comptes bancaires restants, en attendant le litige. Je la fixais, absorbant profondément la stratégie brutale. C'était incroyablement impitoyable. C'était parfaitement chirurgical. Une fois que le gel bancaire frappera, et que la plainte massive atterrira sur leur paillasson, a continué Harper, sa voix presque ronronnante, ils réaliseront immédiatement qu'ils font face à une ruine financière totale et irrécupérable. Ils ne pourront même pas payer un avocat de la défense bon marché. C'est exactement à ce moment-là que nous leur offrirons un règlement, une porte de sortie juridique. Quel est le règlement, ai-je demandé. Ils signent un accord juridiquement contraignant et en béton armé, pour quitter volontairement les lieux dans les 30 jours, et renoncent formellement à tout droit de contester l'expulsion. En échange, vous abandonnez simplement la poursuite pour les loyers impayés. Soit ils partent discrètement et rapidement, soit ils font complètement faillite, en menant une guerre qu'ils ont déjà perdue. C'était un coup de maître brillant. Il ne s'agissait pas seulement de les mettre dehors, il s'agissait de démanteler systématiquement toute leur illusion de contrôle et de pouvoir. Il s'agissait de forcer violemment mon père à réaliser qu'il était complètement impuissant face à moi. Rédiger les documents, ai-je dit, la voix complètement stable. Déposer la plainte, geler les comptes, envoyer le préavis. Harper a souri chaleureusement. Il sera livré directement par un huissier de justice mercredi matin. Bonne chasse, Matthew. Le piège que j'avais soigneusement tendu avec l'avocate Harper ne s'est pas simplement refermé. Il s'est abattu avec la force dévastatrice d'une enclume en chute libre. Le mercredi matin est arrivé exactement comme Harper l'avait promis. J'étais assis tranquillement à l'îlot de ma cuisine, sirotant une tasse de café noir chaud, regardant les chiffres rouges de mon micro-ondes passer à exactement 9 heures. Je savais exactement ce qui se passait à cette seconde même. En ce moment même, un huissier de justice professionnel et sans humour remontait la longue allée parfaitement entretenue de mon domaine. En ce moment même, il sonnait à la lourde sonnette en laiton. Et en ce moment même,
Il remettait une pile épaisse et terrifiante de documents juridiques directement à mon père. Je n'ai pas eu à attendre très longtemps pour que les retombées massives m'atteignent. À 9h15 précise, mon téléphone portable a commencé à vibrer agressivement sur le comptoir en granit froid. L'identifiant de l'appelant affichait le nom de ma mère. Je n'ai pas décroché tout de suite. Je l'ai laissé sonner 4 fois, écoutant le bourdonnement, prenant une autre gorgée lente et délibérée de mon café. Je voulais qu'elle transpire. Puis, j'ai finalement appuyé sur le bouton vert, et j'ai mis le téléphone sur haut-parleur, posant mes mains sur le comptoir. Matthew, a hurlé ma mère instantanément. Sa voix était complètement hystérique, un son aigu, perçant, guttural, qui avait perdu tout le vernis raffiné de ses habitudes au country club. Matthew, tu dois annuler ça tout de suite. Un faux est venu à notre porte et a remis à ton père un énorme procès. Il menace de nous poursuivre pour des centaines de milliers de dollars de loyers impayés. Et ma carte de débit vient d'être refusée à l'épicerie. J'avais un chariot plein, et la machine a dit refuser. L'employé de la banque a dit que nos comptes sont complètement gelés. Dis à cette femme Harper qu'il y a eu une énorme erreur ridicule. Je me suis penché en avant, posant mes coudes sur le comptoir. Ma voix était complètement plate, totalement dépourvue de sympathie ou de chaleur. Il n'y a absolument aucune erreur, maman. Les comptes bancaires sont gelés par un juge fédéral, parce que vous êtes poursuivi pour 5 années entières de loyers impayés. Et vous êtes poursuivi parce que vous squattez actuellement une maison de plusieurs millions de dollars qui ne vous appartient pas légalement. La ligne est restée silencieuse pendant quelques longues secondes angoissantes. J'entendais sa respiration haletante et paniquée à travers le haut-parleur. De quoi diable parles-tu? Ton père possède cette maison. Grand-père Samuel lui a laissé l'héritage. Non, maman, les jeux corrigés, mon ton tombant dans un murmure froid et impitoyable. Grand-père Samuel m'a laissé l'héritage, entièrement à moi. Il a créé une fiducie aveugle il y a 5 ans, parce qu'il savait que les dettes de jeu de papa ruineraient complètement la famille. Il m'a nommé unique fiduciaire et unique bénéficiaire. Je possède la maison. Je possède le terrain. Papa n'est qu'un invité très ingrat. Et franchement, vous avez tous les deux largement abusé de mon hospitalité. Tu n'oserais pas faire ça, a-t-elle haleté, sa voix tremblant d'une peur brute et sincère, pour la toute première fois de sa vie de privilégié. Tu ne peux pas faire ça à ta propre famille. On t'a tout donné. On t'a élevé, Matthew. Vous m'avez élevé pour être un bouclier humain pour Carter, ai-je rétorqué, les années de colère refoulées bouillonnant enfin dans mes mots. Vous vous teniez dans cette belle véranda et soupiriez d'agacement pendant que mon père me frappait au visage. Vous avez comploté avec tante Patricia pour voler mes économies durement gagnées. Vous n'avez pas le droit de jouer les victimes maintenant. S'il te plaît, a-t-elle sangloté bruyamment. Le mariage de Carter est dans 30 jours exactement. Alors je te suggère fortement de commencer à faire tes cartons très vite, ai-je dit doucement. Les gens qui agressent leurs propriétaires se font expulser. Vous avez exactement 30 jours. N'appelle plus ce numéro. J'ai appuyé sur le bouton de fin d'appel. Le silence dans mon appartement était absolument magnifique. Les 30 jours suivants ont été une véritable leçon de guerre psychologique. J'ai complètement bloqué les numéros de téléphone de mes parents. J'ai bloqué tante Patricia et toute sa famille. J'ai ignoré les emails frénétiques et menaçants que mon père envoyait désespérément depuis son ordinateur de travail. L'avocate Harper a géré toutes les communications, se dressant comme un mur de briques entre eux et moi. Comme elle l'avait prédit, ils n'avaient aucune base légale. Avec leur compte bancaire gelé par un juge, ils ne pouvaient même pas se permettre d'engager un avocat pour examiner les documents, encore moins pour se battre dans un litige civil massif. Exactement 5 jours après la signification de la plainte, un Joseph totalement vaincu et brisé a signé l'accord de règlement. Ils ont légalement accepté de quitter le domaine d'ici la fin du mois, pour éviter la faillite. Ironiquement, leur date limite pour déménager tombait le même week-end que le mariage extravagant de Carter avec Mia Vanderbilt, à l'étranger. Ils avaient gardé l'expulsion embarrassante secrète, essayant désespérément de maintenir l'illusion de richesse juste assez longtemps pour que le certificat de mariage soit signé. Chloé et moi étions techniquement toujours invités à la réception, car nous désinviter à la dernière minute aurait soulevé trop de questions embarrassantes. Ils s'attendaient à ce que je reste à la maison, par honte. Ils avaient incroyablement tort. La réception de mariage s'est tenue dans un hôtel en bord de mer, ridiculement cher et exclusif.
On aurait dit un couronnement royal. Il y avait d'immenses sculptures de glace, des dizaines de milliers de roses blanches importées, et un bar ouvert servant des alcools haut de gamme à des centaines d'invités fortunés. Quand Chloé et moi sommes arrivés, nous étions impeccables. Je portais un costume sur mesure gris anthracite, et Chloé une superbe robe vert émeraude. Nous ne sommes pas entrés la tête basse, nous sommes entrés comme si nous possédions les lieux. Nous ne nous sommes délibérément pas assis aux tables familiales réservées. Nous sommes restés à l'arrière, observant tranquillement le cirque. J'ai repéré mes parents immédiatement. Mon père avait l'air absolument terrible. Son smoking de location était trop grand pour lui, son visage était d'une pâleur maladive, et il transpirait abondamment sous les lustres. Il vérifiait constamment sa montre en or, sachant qu'une équipe de déménageurs bon marché était en train de vider leurs biens dans un garde-meubles. Ma mère avait l'air d'être sous sédatif, forçant un sourire rigide pour les photographes. Puis j'ai enfin vu Carter. Il se tenait au centre de la pièce, une coupe de champagne à la main, riant bruyamment avec certains des cousins riches de Mia. Il semblait complètement inconscient que son monde financier brûlait derrière son dos. Il m'a repéré de l'autre côté de la salle. Son sourire arrogant s'est élargi. Il a chuchoté quelque chose à l'oreille de sa nouvelle épouse, Mia, puis a traversé la salle de bal d'un pas assuré, prêt à se vanter. Mia le suivait lentement, l'air incroyablement agacé de devoir interagir avec le côté pauvre de la famille. Eh bien, a ricané Carter, s'arrêtant à quelques pas de moi. Il a pris une longue gorgée de champagne. Je ne pensais honnêtement pas que tu aurais le courage de te montrer ici, Matthew. Surtout après ta crise de colère à ta propre fête. Je vois que tu conduis toujours cette pathétique petite berline. Tu l'as garée au coin de la rue pour que les voituriers ne se moquent pas de toi. J'ai juste souri chaleureusement. C'est bon de te voir aussi, Carter. Félicitations pour le mariage. Mia s'est avancée à côté de lui, croisant les bras sur sa poitrine. Soyons brefs, Carter. Le photographe nous veut près de la sculpture de glace dans 5 minutes. Je donne juste à mon grand frère une petite leçon de réalité bien méritée, a dit Carter, en ajustant son nœud papillon en soie. Papa m'a dit que tu nous avais finalement coupé les vivres. Bon débarras. Je n'ai pas besoin de ton petit compte d'épargne. Je me marie avec de l'argent réel maintenant. Ma Ferrari est garée devant, et nous nous envolons pour une île privée demain matin. Tu devrais probablement partir, avant de t'embarrasser davantage. Je n'ai pas bronché. Je ne me suis pas mis en colère. J'ai juste fait un pas lent et calculé en avant, envahissant son espace personnel. Je me suis penché très près, pour que seul lui et sa nouvelle femme puissent entendre mes mots. Profite bien de la lune de miel, Carter, ai-je murmuré, ma voix dégoulinant d'une glace impitoyable, parce que tu vas désespérément avoir besoin de ces vacances. Quand tu reviendras la semaine prochaine, je te suggère fortement de vider ta nouvelle chambre d'amis. Carter a reculé la tête, son sourire arrogant vacillant. Il avait l'air confus. De quoi diable parles-tu? J'ai gardé ma voix parfaitement stable, m'assurant que chaque syllabe frappe sa cible avec un impact maximal. Je parle du simple fait que tout ton contexte financier est un mensonge complet, fabriqué de toutes pièces. Cette Ferrari rouge vive garée devant? Papa l'a louée, et le concessionnaire cherche activement à la reprendre ce soir, parce que les paiements ont été rejetés. Et le grand domaine dont tu aimes te vanter auprès des amis de Mia? Papa ne le possède pas. C'est moi. Grand-père Samuel m'a laissé tout l'héritage dans une fiducie aveugle, pour le protéger des dettes de jeu de papa. Le visage de Carter est devenu complètement vide. Ses yeux ont nerveusement cherché Mia, qui était soudainement devenue très immobile à côté de lui. Tu mens, a balbutié Carter, sa voix se brisant. Papa possède la maison. Il m'a montré les papiers. Papa est actuellement sans abri, ai-je interrompu, portant le coup fatal sans la moindre once de pitié. Je les ai légalement expulsés. Ils ont signé les papiers il y a 5 jours pour éviter un procès massif. Pendant que tu buvais du champagne, une équipe de déménageurs emballait leurs affaires dans un camion Huol. Ils n'ont absolument pas d'argent, pas d'actifs, et nulle part où vivre. Donc, quand tu reviendras de ton île privée, maman et papa emménageront directement dans ta nouvelle maison. Passe une excellente soirée. La couleur a instantanément quitté le visage de Carter. Il avait l'air d'avoir été percuté de plein fouet par un camion de ciment. Sa bouche s'ouvrait et se fermait, mais aucun son n'en sortait.
J'ai déplacé mon regard dur directement sur Mia. Son visage parfaitement maquillé était d'un blanc de craie. Ses yeux étaient écarquillés par une panique pure et sans mélange. Elle appartenait à une famille très stricte qui exigeait une sécurité financière extrême, et elle venait d'épouser légalement un homme dont toute la famille était en faillite, complètement frauduleuse et nouvellement sans abri. La grande illusion Vanderbilt était complètement brisée, en 1 million de morceaux tranchants. Je n'ai pas attendu leur réponse. L'horreur absolue qui émanait de leurs yeux écarquillés était la seule conclusion dont j'ai jamais eu besoin. J'ai tourné les talons en douceur, j'ai offert mon bras à Chloé, et nous sommes sortis calmement de la somptueuse salle de bal. Je ne me suis pas retourné une seule fois. J'avais finalement lâché l'allumette, et je n'avais pas besoin de rester pour regarder le château de cartes brûler entièrement. Le lendemain matin, le ciel au-dessus du domaine était d'un gris lourd et maussade, correspondant parfaitement à la sombre réalité de la situation. Je n'avais absolument pas besoin d'être là en personne. L'avocate Harper avait déjà pris des dispositions pour que le shérif local supervise la restitution finale de la propriété. Mais j'avais désespérément besoin de le voir de mes propres yeux. J'avais besoin de savoir que le lourd chapitre toxique de mon passé était officiellement clos pour toujours. J'ai conduit ma petite berline fiable dans le quartier calme et huppé, et je me suis garé de l'autre côté de la rue, partiellement caché derrière un grand chêne. J'ai légèrement baissé la vitre côté conducteur, laissant la brise matinale fraîche et humide entrer dans la voiture, tout en tenant une tasse de café. À 10 heures précises, le shérif Davis a garé sa voiture de police dans la longue allée circulaire, ses gyrophares clignotant brièvement pour signaler son arrivée. Juste derrière lui se trouvait un camion U-Haul de location, rouillé et cabossé. Quelques minutes plus tard, les lourdes portes en chêne du domaine se sont finalement ouvertes. Voir mes parents sortir de cette maison pour la toute dernière fois fut une expérience complètement surréaliste. Il ne leur restait absolument aucune dignité. Ma mère, Martha, est sortie la première. Elle sanglotait hystériquement, son mascara coûteux coulant en grosses lignes noires sur ses joues pâles. Elle portait désespérément 3 sacs à main de créateur, serrés contre sa poitrine, comme si les garder sauverait magiquement son statut social en ruine. Elle avait l'air incroyablement petite, fragile et totalement pathétique. Puis est venu mon père. Joseph avait l'air d'avoir vieilli de 20 ans en un seul mois. Ses larges épaules étaient affaissées, son visage était mal rasé, et il se disputait violemment avec l'un des déménageurs à propos d'une petite égratignure sur une chaise. Il avait l'air complètement vaincu, entièrement dépouillé de tout le faux pouvoir, de l'argent et de l'intimidation qu'il avait constamment utilisé pour me contrôler toute ma vie. Alors que mon père se retournait pour prendre une autre boîte en carton, ses yeux ont balayé la rue. Il s'est figé instantanément. Il a vu ma berline familière. Même à 50 mètres, je pouvais voir la rage ardente et le désespoir total s'enflammer dans ses yeux fatigués. Il a lâché la lourde boîte qu'il tenait. Elle a heurté l'allée en béton avec un fracas retentissant, renversant des cadres photos brisés, des papiers et de vieux livres. Il a commencé à courir agressivement vers le bout de l'allée, son visage devenant d'une teinte violette dangereuse. Il a complètement ignoré le shérif, qui lui criait de rester sur la propriété. Il a traversé la rue en quelques secondes et a frappé violemment le capot de ma voiture de ses mains lourdes et calleuses. « Espèce de sale petit morveux ingrat et malveillant », a hurlé mon père à plein poumon, sa voix se brisant, remplie de venin pur. « Regarde ce que tu as fait. On n'a plus rien. On va dormir dans un motel miteux ce soir, à cause de toi. Comment as-tu pu faire ça à ta propre chair et à ton propre sang? On t'a donné la vie. » Je suis resté complètement calme au volant. Mon cœur ne s'emballait pas. Mes mains ne tremblaient pas sur le volant. J'ai regardé cet homme désespéré, qui m'avait violemment frappé un mois plus tôt, et je n'ai ressenti absolument rien, à part une indifférence froide, dure et inébranlable. J'ai lentement appuyé sur le bouton automatique, baissant la vitre de quelques centimètres de plus. L'air frais du matin s'est engouffré dans l'habitacle, emportant l'odeur distincte de l'herbe fraîchement coupée et le désespoir amer et écrasant de mon père. « Vous m'avez donné la vie », ai-je dit, ma voix incroyablement calme, mesurée, et complètement dépourvue d'émotion, tranchant nettement à travers ces hurlements hystériques, et vous avez activement essayé de ruiner cette vie à chaque occasion. Juste pour paraître un peu mieux aux yeux de vos amis riches. Vous m'avez agressé physiquement. Vous avez agressivement essayé de voler mon avenir. Alors, disons simplement que c'est un échange parfaitement équitable. Il m'a regardé, la bouche grande ouverte, complètement à court de mots. Il s'attendait à ce que je réponde, que je crie, que je pleure,
ou que je montre un signe de culpabilité. Il ne savait pas comment gérer mentalement le calme terrifiant et inébranlable d'un homme qui ne se souciait plus du tout de son existence. « C'est fini entre nous, Joseph », ai-je dit doucement, le regardant droit dans les yeux. « N'essaie plus jamais de me contacter. » J'ai appuyé sur le bouton, remontant la vitre épaisse, coupant définitivement ses cris frénétiques. J'ai mis la voiture en marche, j'ai lentement quitté le bord de la route, et je l'ai laissé debout, entièrement seul au milieu de la rue, regardant impuissant le seul véritable atout qu'il ait jamais eu s'éloigner. En retournant à mon appartement ce matin-là, j'ai ressenti un profond sentiment de purification émotionnelle. Le poids lourd et suffocant que j'avais porté sur mes épaules pendant 29 ans avait tout simplement, magiquement, disparu. Quelques semaines plus tard, j'ai reçu une lettre manuscrite épaisse dans ma boîte aux lettres. L'adresse de l'expéditeur était un complexe d'appartements bon marché, du mauvais côté de la ville. C'était de tante Patricia, la même femme qui avait impitoyablement orchestré le plan diabolique pour voler mes économies, et qui était maintenant à genoux, en train de mendier. La longue lettre était un fouillis pathétique et décousu, demandant désespérément un prêt familial massif pour aider mes parents à trouver un nouvel appartement. Elle a fortement laissé entendre que si je leur donnais juste un petit salaire mensuel de la fiducie, tout le monde pourrait pardonner, oublier, et redevenir une famille heureuse. Je suis resté silencieux dans ma cuisine, lisant ces mots manipulateurs et toxiques. Je ne me sentais pas en colère. Je me sentais juste complètement épuisé par leur cupidité sans fin. Je me suis lentement dirigé vers mon bureau, j'ai inséré la lettre épaisse directement dans le destructeur de documents, et j'ai regardé ces fausses excuses creuses se transformer en petites bandes de papier insignifiantes. Je n'ai jamais répondu. Le lendemain, je suis retourné en ville, au cabinet d'avocat de Harper. Je me suis assis à son grand bureau et j'ai signé avec confiance les autorisations légales finales concernant la propriété. Je ne voulais pas vivre dans l'immense domaine. Les murs contenaient trop de souvenirs toxiques, et les grands couloirs vides ressemblaient à un musée sombre d'un amour factice. Mais je n'allais absolument pas laisser le travail acharné et l'héritage de grand-père Samuel se perdre. J'ai formellement chargé Harper de liquider complètement la maison physique, de la démolir, et de réaménager le terrain immense et précieux. J'avais un plan très spécifique et très ambitieux pour l'héritage, et cela allait absolument tout changer. C'est incroyablement étrange de voir à quelle vitesse l'univers change radicalement de dynamique, une fois que l'on trouve enfin le courage de couper les ancres toxiques de sa vie. L'énorme regain de confiance que j'ai acquis en tenant enfin tête à mon père violent s'est directement répercuté sur ma carrière professionnelle. J'ai complètement cessé de me retenir au travail. J'ai proposé agressivement une refonte logistique massive et très complexe aux associés principaux de mon entreprise, en utilisant exactement la même logique et la même stratégie tranchante et sans compromis que j'avais apprise en travaillant avec l'avocat Harper. Exactement 2 mois après l'expulsion finale, mon téléphone portable a sonné alors que j'étais assis à mon bureau. Ce n'était pas ma mère en pleurs, ni tante Patricia mendiant de l'argent. C'était un homme nommé Monsieur Sterling, le PDG très respecté et incroyablement prospère d'une grande entreprise de logistique philanthropique basée à Seattle. Il avait en fait entendu parler de ma bataille juridique intense et impitoyable par une connaissance commune dans le monde du droit des affaires. Il cherchait activement un nouveau directeur des opérations pour la côte ouest, quelqu'un qui ne sciait pas lorsque la pression était incroyablement élevée et les décisions difficiles. J'ai besoin d'un gars qui sait exactement comment tenir une ligne dure, Matthew, a dit Monsieur Sterling au téléphone, sa voix résonnant d'autorité. Et d'après ce que j'entends, vous ne pliez absolument pas sous la pression. Le salaire de départ était le double de ce que je gagnais, plus des avantages complets de réinstallation et une structure de bonus massive. Nous vous voulons à Seattle immédiatement. Je n'ai même pas eu à réfléchir. J'ai accepté la promotion sur le champ. Chloé et moi avons joyeusement emballé toute notre vie dans des cartons, et nous avons déménagé à travers le pays, vers le magnifique nord-ouest du Pacifique. Quitter ma ville natale toxique, c'était comme prendre une grande et profonde bouffée d'air frais, après avoir été maintenu de force sous l'eau pendant des décennies. 6 merveilleux mois après avoir déménagé à Seattle, Chloé et moi nous sommes enfin mariés. Nous n'avons pas eu un événement massif, stressant et factice avec des sculptures de glace imposantes et des centaines d'invités jugeant et chuchotant. Nous avons loué un magnifique chalet rustique et tranquille, surplombant les montagnes à couper le souffle. Nous n'avons invité que nos amis et collègues les plus proches et les plus sincères. Il n'y avait absolument personne de ma famille de sang toxique. Pas de parents manipulateurs, pas de Carter arrogant, pas de tante Patricia intrigante.
Mais il y avait un invité très spécial et très honoré. J'avais discrètement fait venir James, le vieux et fidèle majordome de grand-père Samuel, à Seattle pour tout le week-end, tous frais payés. Il était assis fièrement au premier rang, portant un costume vintage impeccable, s'épongeant doucement les yeux avec un mouchoir blanc alors que Chloé et moi échangions nos vœux sincères. Le voir là, témoin de mon bonheur, c'était comme si grand-père Samuel veillait sur nous, hochant la tête en signe d'approbation fière et silencieuse. C'était le jour le plus heureux et le plus paisible de toute ma vie. J'avais enfin une vraie famille aimante. 2 années complètes et incroyablement paisibles se sont écoulées. 2 années de silence absolu de mon ancienne vie toxique. Ma nouvelle carrière à Seattle a explosé, et Chloé et moi avons joyeusement acheté une belle maison moderne et spacieuse dans une banlieue tranquille. Elle était entièrement financée par notre propre travail acharné et mon nouveau salaire, laissant le compte de la fiducie massive entièrement intact, pour son véritable objectif. Finalement, mon poste de haut niveau m'a obligé à retourner dans ma ville natale pour une brève et très importante conférence de 2 jours sur la logistique. Je n'avais pas prévu de voir qui que ce soit de mon sombre passé. Je voulais juste faire mes présentations, manger un bon repas, et rentrer directement chez moi. Mais le karma a un sens de l'humour incroyablement méchant et indéniable. Lors de ma toute dernière matinée en ville, je suis entré nonchalamment dans un petit café générique et légèrement délabré, près du centre de congrès, pour prendre un expresso rapide avant mon vol. La petite cloche en laiton au-dessus de la porte a tinté doucement. Je me suis approché du comptoir, j'ai levé les yeux vers le barista fatigué portant un tablier vert foncé taché, et je me suis figé sur place. C'était Carter. Il avait l'air absolument terrible. L'ancien enfant prodige avait apparemment vieilli d'une décennie complète en seulement 2 ans. Il était d'une maigreur alarmante, ses cheveux étaient en désordre, et il avait des cernes sombres, lourdes et fatiguées sous les yeux. Il ne portait certainement pas un smoking de location coûteux, et il n'y avait absolument aucune Ferrari rouge vive garée dehors. Il a lentement levé les yeux de la vieille caisse enregistreuse, ses yeux fatigués se posant directement sur les miens, la couleur restante s'écoulant complètement de son visage pâle. Nous nous sommes regardés dans un silence total et suffocant pendant un long et lourd moment. Je n'ai pas ressenti l'envie soudaine de me vanter ou de rire. J'ai juste ressenti un sentiment profond et écrasant de pitié. « Matthew » a-t-il marmonné doucement, essuyant nerveusement ses mains tremblantes sur son tablier sale. « Bonjour, Carter » ai-je dit doucement, en offrant un petit signe de tête. Il a dégluti difficilement, baissant les yeux sur le comptoir et raflé. « Je suppose que tu t'en sors très bien. C'est un très beau manteau. »« Je m'en sors bien. »« Comment ça va pour toi ?» ai-je demandé, en gardant mon ton parfaitement neutre et poli. Carter a laissé échapper un rire amer et incroyablement sans humour, qui ressemblait plus à une toux. « Comment veux-tu que ça aille ? La famille de Mia a complètement annulé le mariage exactement 2 jours après ton petit numéro à la réception. Les Vanderbilt ne se marient absolument pas avec des familles en faillite et sans abri. Elle a immédiatement annulé les brèves fiançailles, a agressivement gardé la bague coûteuse, et m'a complètement ignoré. Maman et papa vivent actuellement dans un minuscule appartement de 2 pièces, près de l'autoroute. Papa a perdu son prestigieux statut au country club, et sa fierté. Et maman travaille 40 heures par semaine comme réceptionniste dans un cabinet dentaire, juste pour payer les courses. Es-tu enfin heureux maintenant ? Tu as complètement détruit toute cette famille. Je n'ai rien détruit, Carter, ai-je répondu, ma voix parfaitement stable et complètement dépourvue de toute culpabilité déplacée. J'ai juste arrêté de me mettre le feu pour vous tenir tous au chaud. La montagne de mensonges et la fausse vanité ont détruit la famille. Je vous ai juste finalement présenté la facture. Carter a serré la mâchoire, s'agrippant au bord du comptoir en bois jusqu'à ce que ses articulations deviennent complètement blanches. Son amertume brute rayonnait de lui par vagues épaisses et lourdes. Eh bien, j'espère sincèrement que tu profites de tes millions de dollars. Je suis passé devant l'ancien domaine le mois dernier. J'ai vu l'énorme équipe de construction démolir la belle maison. Je suppose que tu as vendu le précieux terrain à un développeur d'entreprise cupide et sans âme, pour construire un tas de condos et bon marché. Grand-père Samuel serait absolument dégoûté de toi, pour avoir détruit égoïstement sa maison bien-aimée juste pour te faire de l'argent facile. J'ai regardé mon jeune frère, secouant légèrement la tête. Il n'avait toujours pas compris. Après tout ce qui s'était passé, il pensait toujours que tout dans la vie n'était qu'une question de cupidité extrême et d'accumulation d'argent. J'ai calmement sorti un billet de $20 de mon portefeuille en cuir,
et je les posai doucement sur le comptoir. Gardez la monnaie pour le café, Carter. Et pour information, tu te trompes complètement sur le domaine. Il a froncé les sourcils, l'air vraiment confus. Que veux-tu dire exactement? Je n'ai pas vendu le terrain à un promoteur commercial, ai-je expliqué, le regardant directement et intensément dans les yeux. Et je n'ai absolument pas construit de condo bon marché. J'ai pris la valeur massive de l'héritage, le grand terrain, et les actifs liquidés de la maison, et j'ai utilisé chaque centime pour créer une organisation à but non lucratif, permanente et entièrement financée. Carter me regarda, la bouche légèrement ouverte par le choc. Une organisation à but non lucratif? Oui, ai-je hoché la tête avec fierté. Elle s'appelle officiellement la Fondation Samuel. Nous avons terminé la nouvelle construction il y a 3 semaines. C'est une immense clinique juridique et un refuge d'hébergement sécurisé, à la pointe de la technologie et entièrement financé. Il est conçu spécifiquement pour aider les femmes et les enfants désespérés à échapper à de graves abus domestiques, à des divorces douloureux, et à la manipulation financière toxique. Les gens qui y vivent maintenant n'ont jamais à s'inquiéter d'être frappés, ou de se faire mentir, ou de voir leur avenir violemment volé par les personnes mêmes qui sont censées les protéger. Le choc absolu sur le visage fatigué de Carter était indescriptible. Toutes ces suppositions amères et réconfortantes, tous ces faux récits selon lesquels j'étais juste un frère cupide, jaloux et rancunier, se sont complètement réduits en poussière à ce moment précis. Il a réalisé la vérité terrifiante et indéniable, je n'avais pas pris le domaine par dépit mesquin. Je l'avais pris pour construire quelque chose d'incroyablement beau et durable, à partir des cendres toxiques que notre père avait créées. Le véritable héritage de grand-père Samuel n'est pas une immense maison vide, remplie de gens faux et misérables, ai-je dit doucement, la voix remplie de conviction. Son véritable héritage est d'offrir la sécurité. Son héritage est de protéger les vulnérables, et de leur donner une seconde chance dans la vie. Je pense qu'il serait incroyablement fier de ce que son argent a construit. Je n'ai pas attendu qu'il traite le poids énorme de cette révélation. J'ai tourné les talons en douceur et je suis sorti avec assurance du petit café, la cloche en laiton tintant doucement derrière moi. Je suis sorti sous le soleil éclatant et chaud du matin, j'ai hélé un taxi, et je me suis dirigé directement vers l'aéroport. Je rentrais enfin chez moi, auprès de ma vraie famille. Je suis actuellement assis dans mon grand bureau d'angle à Seattle, regardant par les immenses fenêtres la magnifique ligne d'horizon de la ville balayée par la pluie. La lourde porte en bois derrière moi s'ouvre doucement, et mon incroyable et aimante épouse, Chloé, entre. Elle sourit vivement, tenant notre heureux et saint petit garçon de 6 mois, Léo, en sécurité dans ses bras. Je me lève de mon bureau, je m'approche d'eux, et je prends mon merveilleux fils doucement dans mes bras. Il rit d'un son pur et éclatant, attrapant ma cravate en soie de ses petites mains fortes. Je regarde son visage innocent, et je fais un vœu silencieux et indestructible à l'univers. Je ne lui ferai jamais, jamais sentir qu'il est un lourd fardeau. Je ne le comparerai jamais constamment à quelqu'un d'autre pour le faire se sentir petit. Et je ne lèverai jamais, jamais une main violente sur lui. Le sombre cycle générationnel de manipulation toxique, d'abus financiers graves et de violence physique s'est officiellement arrêté avec moi. J'ai pris la lourde chaîne rouillée que mon père a essayé de serrer autour de mon cou, et je l'ai brisée en 1000 morceaux inutiles. Parfois, quand le bureau est calme, je me connecte à mon ordinateur et je consulte le site web officiel de la Fondation Samuel. Je fais défiler lentement les témoignages anonymes et très émouvants des personnes courageuses qui ont trouvé un véritable refuge sur le même terrain où mon père m'a violemment frappé. Mes parents arrogants ont perdu une immense et belle maison qu'ils n'ont jamais vraiment appréciée, ni méritée. Mais grâce à cette perte nécessaire, des centaines de personnes désespérées et très vulnérables ont gagné un foyer permanent et sûr, où elles ne seront plus jamais réduites au silence, manipulées ou abusées. Le karma est une force bien réelle, et incroyablement puissante dans ce monde. Il se manifeste rarement au moment où on s'y attend, mais il ne manque jamais, jamais sa cible. Il ne ressemble pas toujours à une vengeance colérique. Parfois, le karma le plus grand et le plus puissant de tous est simplement une belle renaissance. Merci d'être resté et d'avoir écouté mon histoire. Je sais que ce fut un voyage très long et intense, mais j'apprécie vraiment que vous soyez resté avec moi jusqu'à la toute fin. J'espère que cela a résonné en vous d'une manière ou d'une autre. Les dynamiques familiales peuvent être incroyablement compliquées et douloureuses, et parfois, les choix les plus difficiles que nous devons faire sont exactement ceux qui nous libèrent enfin complètement. Vous êtes-vous déjà retrouvé dans une situation toxique similaire?
Avez-vous déjà dû vous éloigner complètement de personnes toxiques dans votre vie, même s'il s'agissait de parents proches, juste pour protéger votre propre paix et votre avenir? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Je les lis tous, un par un. Et enfin, si vous êtes encore là à écouter ma voix en ce moment, vous faites officiellement partie du club des 1%. Descendez dans les commentaires dès maintenant, et tapez la lettre W pour winner, gagnant. C'est notre code secret. Cela me fait savoir que vous faites partie des personnes incroyables et très dévouées qui sont restées avec moi jusqu'à la toute dernière seconde de la vidéo. Vous êtes les meilleurs. Si vous avez apprécié l'histoire, veuillez cliquer sur le bouton « J'aime » et suivre la chaîne. Cela aide vraiment la communauté à grandir, et j'ai hâte de partager d'autres expériences réelles avec vous. Restez forts, protégez votre paix intérieure, et je vous dis à la prochaine.